Bonjour, mon nom est Guillaume Vendroux, je suis en charge de l'activité industrielle d'Alstom Transport et aujourd'hui je voudrais partager avec vous les travaux que nous avons entrepris pour améliorer l'efficacité industrielle d'Alstom et en particulier les impacts que ces travaux ont pu avoir sur nos systèmes d'information. Je vais commencer par vous présenter Alstom pour vous donner un certain nombre d'éléments de contexte, que vous compreniez un peu là où on souhaite aller. On parlera ensuite de la construction de ce plan et puis je vous présenterai les deux grosses évolutions de nos systèmes d'information que nous avons entreprises. D'une part, la numérisation ou la virtualisation de l'industrialisation, et d'autre part, la partie atelier et le support à la fabrication que nous avons pu apporter. Puis je conclurai. Donc Alstom Transport, je pense que vous nous connaissez, on fait principalement des trains. Et on fait tous les trains. On fait des locaux, des trams, des métros. Et vous nous voyez dans beaucoup de villes du monde, et pour les trams en particulier, dans beaucoup de villes de France. Mais notre activité ne se limite pas à ça. On fait également de la signalisation. La signalisation, ce sont tous les produits qui permettent aux trains, à nos trains, mais aux trains de nos compétiteurs également, de se mouvoir en sécurité sur les réseaux. Donc c'est plutôt des produits de type informatique, centre de contrôle, interlocking, ce genre de choses. Nous sommes un fournisseur de services, et ça veut dire que nous savons fournir aux opérateurs les pièces de rechange dont ils ont besoin pour faire marcher les trains. Là encore, nos trains, mais également les trains de la concurrence. Nous savons faire des rénovations, mais nous savons aussi assurer la maintenance quotidienne de ces trains dans les dépôts de nos clients ou dans nos dépôts et mettre le train à disposition des réseaux tous les jours. Enfin, nous sommes également capables de dessiner des systèmes de transport qui vont amener les différents passagers d'un point A à un point B. Donc on va concevoir ce système. On va essayer d'en profiter pour vendre nos trains, nos services et notre signalisation. Mais on essaiera également de passer notre infrastructure, puisque nous faisons de l'infrastructure ferroviaire. Nous savons poser des voies, des caténaires et l'électrification qui va avec. Donc nous sommes un acteur majeur du monde du ferroviaire et qui couvre la totalité des différents métiers. Nous agissons sur un marché qui est un marché mondial et on a de la chance, ce marché est plutôt en croissance, avec deux forts pôles de croissance, l'un Middle East Africa, l'autre pour le moment l'Amérique latine, mais on remarquera que l'Europe et la France restent, qui sont nos secteurs historiques, restent quand même des secteurs à bonne croissance, donc des marchés qui restent très intéressants. Devant ce marché mondial, nous avons dû élargir notre offre et en tout cas accompagner nos clients partout dans le monde. Donc nous avons un certain nombre d'implantations à peu près partout, sous forme d'usines Alstom ou de JV, par exemple en Chine, où c'est la bonne façon de faire du business. Si effectivement nos outils productifs sont disséminés à peu près partout dans le monde, ce n'est pas tout à fait la même chose sur notre partie conception, qu'elle soit product engineering ou industrialisation, où là, nos centres de compétences restent concentrés dans notre base historique qui est l'Europe et la France. Tout ça nous conduit à une performance solide. Nous faisons un peu plus de 6 milliards de chiffre d'affaires, enfin à peu près 6 milliards de chiffre d'affaires avec un book-to-bill qui est supérieur à 1, donc on prépare l'avenir et on engrange des commandes. Une rentabilité qui, au regard de notre domaine d'activité, est tout à fait raisonnable. Et on remarquera qu'on reste très concentré quand même sur les trains, qui représentent globalement 50% de notre business. On reste encore très concentré sur notre base historique, la France et l'Europe. Et si vous regardez le petit schéma en bas à droite, vous verrez que dans notre base de coûts, évidemment la part achetée est importante, mais le deuxième sur la liste, c'est la part industrielle. Et donc vous comprenez qu'effectivement, dans le monde compétitif avec de nombreux acteurs, nous avons eu beaucoup de pression de notre management pour essayer d'écraser cette base de coûts et de rendre la société la plus compétitive possible. C'est ce qui nous a conduit, bien sûr, à initier il y a quelques années un plan d'amélioration de notre fonction ou d'amélioration de notre efficacité. Mais avant de rentrer dans le détail de ça, juste pour que vous ayez une bonne idée de ce que c'est que le monde industriel chez Alstom Transport, je vous emmène quelques instants à Belfort. Ici, c'est la fabrication des motrices de TGV. Et vous voyez qu'une usine Alstom, alors là, j'ai pris l'exemple rolling stock ou
l'exemple des trains qui reste la partie la plus importante de notre business, c'est en vérité assez simple. Ce sont des dispositifs industriels assez simples. Il s'agit d'une grande dalle de béton qu'on va répartir ou découper en positions, sur lesquelles on va mettre nos motrices de TGV ici à Belfort, et pour lesquelles, à chacune des positions, nous allons effectuer un certain nombre de tâches de fitting ou d'assemblage, où nous allons progressivement et position par position compléter la voiture. On passe en général, c'est toujours les mêmes opérations aux mêmes positions, et une caisse passe en règle générale 2 à 3 jours dans une position, ce qui nous permet d'y faire toutes les opérations que nous devons y faire. Notre unité de valeur dans le monde industriel, c'est l'ordre de fabrication. Cet ordre de fabrication, il a une unité de lieu, il se passe à une position, et je dirais même, au sein d'une position, il peut se passer à une localisation de la position, c'est-à-dire à l'avant du véhicule, à l'arrière du véhicule, à droite, à gauche. Et ça nous permet évidemment de mieux organiser le travail des différentes équipes sur ces positions. Il se passe à une position, donc, dans un tact, dans une rotation. Et puis, on essaie de donner à cet OF, à cet ordre de fabrication, une unité fonctionnelle, c'est-à-dire qu'on va monter les clims, on va monter les sièges, on va monter les vitres, hein, de façon à ce que le suivi qualité de chacune des opérations puisse se faire de façon efficace. Chacune de ces opérations, ensuite, on essaiera de les subdiviser dans des éléments qu'on saura plus mesurer. Et là, on va parler de tâches élémentaires de l'ordre de 2 heures par tâche élémentaire. Donc ça, c'est l'activité industrielle prépondérante chez Transport. Et quand on a souhaité réfléchir à la façon dont on pouvait améliorer les coûts que cette activité engendre, on a trouvé 4 leviers majeurs d'action sur ces coûts. Le premier, c'est la structure de gouvernance de nos usines. Les équipes autonomes, les chefs de ligne et tous les métiers supports qui gravitent autour de ces équipes. Le but du jeu était de les rendre les plus lean possibles, les plus efficaces possibles. Et donc nous avons eu tout un volet du plan d'action qui touche plutôt les coûts indirects, qui a été de streamliner au maximum ces équipes. Deuxième gros levier d'action, vous avez vu qu'on a des implantations mondiales. Le but du jeu est de saturer nos moyens de production. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fonction du client, des impératifs légaux que nous pouvons avoir de produire ou contractuels que nous avons de produire dans un pays ou dans un autre, des coûts logistiques, et ne pas le cacher, des coûts de main-d'œuvre, nous essayons de choisir le meilleur compromis et de fabriquer les produits là où ça le fait plus de sens, tout en essayant de préserver évidemment la saturation du moyen industriel qui va nous permettre d'amortir nos frais fixes. Ça, en général, ça a plutôt un impact sur les coûts directs de fabrication. Et puis enfin, vous avez le troisième levier, qui est le levier commun, classique, qui est celui de l'efficience opérationnelle, c'est-à-dire comment j'arrive à faire plus avec moins, avec un niveau de qualité qui s'améliore et qui permet de réduire et d'écraser la totalité de mes coûts. Ça, c'est les 3 leviers majeurs, et ceux-là peuvent nous permettre effectivement d'atteindre une bonne performance industrielle. Il y en a un quatrième qui est absolument prépondérant, qui est que pour que ça puisse se traduire par des espèces sonnantes et trébuchantes et des comptes de résultats, ça signifie que, en particulier dans notre industrie de projet, aucun de nos projets, et en particulier aucun de nos gros projets, ne vacille et génère des surcoûts. Donc on va chercher à sécuriser cette approche ou ces gains par des processus les plus robustes possibles que nous allons chercher à diffuser le plus généralement possible dans notre industrie, de façon à garantir la performance unitairement de chacun de nos projets. Quand on regarde ces 4 leviers, il apparaît assez rapidement, quand on passe un peu de temps à les regarder, qu'ils ont un point commun, c'est qu'ils peuvent tous être servis par une architecture ou des systèmes d'information intégrés. Parce que quand on parle de suivi de performance ou de structure efficace, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va doter nos usines de suivi de performance quasiment temps réel. Ça veut dire qu'on va leur permettre non pas de regarder silo à silo si tout se passe bien, chacun dans son département, mais d'outils de pilotage globaux. Et donc, évidemment, on va parler d'environnement collaboratif et de mapping de processus sur la totalité de l'usine. Quand on va parler de saturation industrielle, là encore, on va vouloir partager dans le monde donc un espace collaboratif, on va vouloir avoir des pratiques standards, c'est-à-dire que chacun des sites utilise les mêmes pratiques de façon à ce que nous puissions diffuser nos trains et nos travaux facilement d'un site à l'autre.
L'efficience opérationnelle va être acquise au travers de l'automatisation ou de l'aide à la conception. Et là encore, des architectures intégrées de systèmes d'information vont nous donner accès à ce type de productivité. Et les processus robustes, c'est la cerise sur le gâteau. On a dit qu'on voulait des processus standards. On va en profiter, on va mettre des outils. Les outils seront câblés avec nos processus. Les processus, on les aura choisis le plus intelligemment du monde et on aura pris les meilleurs. Et donc, on va diffuser au travers des outils, au travers d'une architecture intégrée, les meilleures pratiques dans la maison. Donc, il nous est apparu assez rapidement que la voie d'avenir était effectivement de construire au sein du monde industriel une architecture intégrée, un système d'information intégré qui nous permette de gérer la totalité du cycle. Je vais parler principalement du cycle industriel. Évidemment, sous-jacent à ce que je dis, il y a l'idée d'intégrer également nos petits camarades de l'engineering, qui sont évidemment des partenaires, ou plus que des partenaires, de tous les jours dans nos activités. Pardon. Une fois qu'on a dit ça, quel est le point d'articulation de ces systèmes d'information? Je vous ai parlé tout à l'heure de l'unité de valeur, de notre unité de valeur, l'ordre de fabrication, et donc assez naturellement, on a réfléchi autour de cet ordre de fabrication. Donc je rappelle, cet ordre de fabrication, c'est un set de tâches élémentaires d'assemblage que nous allons faire à une des positions de nos usines. La première chose à faire, c'est de le définir, cet ordre de fabrication. Qu'est-ce qu'il contient? Quelles opérations il décrit? Les work instructions, les temps méthodes, etc. Donc nous avons besoin de quelque chose pour nous aider à définir cet ordre de fabrication. Une fois que cet ordre de fabrication aura été défini, nous allons le transférer, nous allons essayer de le planifier. Et cette planification, c'est SAP, dans notre cas, bon, je ne vais pas y revenir trop parce que ça, c'est des choses qui sont plus classiques. Et puis nous allons le lancer. Et le lancement de cet OF, ça va se traduire dans l'atelier par un besoin d'aide à l'exécution de ces OF pour que les compagnons dans l'atelier sachent ce qu'ils ont à faire et qu'on puisse suivre leur efficacité. Donc, nous avons construit notre système d'information autour de ces trois grands blocs. Vous l'aurez compris, Delmia pour la partie industrialisation, SAP pour la planification, Delmia et Apriso pour la partie support à l'exécution. SAP, on l'a, donc le sujet de cette discussion n'est pas là, et je vais vous décrire un peu ce qu'on a fait, à la fois en amont et en aval. En amont, la définition, en aval, le support à l'exécution. Quand on a fait cette réflexion, on n'avait ni l'amont ni l'aval. Donc on s'est dit que ça serait quand même pas bête d'essayer de construire le plan directeur de ces deux applications, de ces deux systèmes d'information, de ces compléments au système d'information, de façon conjointe, parce que toutes les deux touchent le même objet qui est l'ordre de fabrication. Donc, pour nous, le point de départ, que ce soit d'un côté ou de l'autre, c'est tout ce qui va nous servir ou à créer ou à gérer l'ordre de fabrication. Donc, aide à la conception du côté industrialisation virtuelle ou industrialisation numérique, c'est-à-dire définition des macroprocess, définition des routings, définition des fiches d'instruction, quelque chose de simple et de classique qui reprend à peu près la tâche classique d'un industriel dans nos bureaux des méthodes. Du côté exécution, l'ordre de fabrication descend de l'ERP. Qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut en avertir les équipes productives, donc ce qu'on appelle chez nous l'enclenchement de tâches, et je vous en montrerai un exemple tout à l'heure. Il faut qu'on puisse en suivre l'exécution, c'est-à-dire qu'on sache en permanence si on avance, en retard par rapport au plan prévu. Et puis, le cas échéant, il faut qu'on puisse fournir du support à l'opérateur qui effectue la tâche, c'est-à-dire l'accès à la documentation ou à toute information dont il aurait besoin pour effectuer ses travaux. Ça correspondra pour l'un et pour l'autre au premier batch de fonctionnalités qu'il nous faudra apporter au bureau des méthodes d'un côté et à l'atelier de l'autre. Deuxième batch de fonctionnalités, tout ce qui va nous permettre d'enrichir cet acte de conception d'un côté ou cet acte d'exécution de l'autre. Donc ici, je parle plutôt d'outillage ou de robustesse de la définition de l'ordre de fabrication. On va parler maintenant de simulation ergonomique, on va parler d'approche analytique des temps méthodes, un certain nombre de supports que la solution Delmia saura nous apporter. Du côté exécution, le but du jeu, une fois qu'on a exécuté la tâche, c'est de s'assurer qu'on ne l'a pas trop mal exécutée en termes de qualité. Et donc
donc là, on va retrouver un certain nombre de fonctionnalités afférentes au contrôle de l'exécution de cette tâche dans l'atelier. Cerise sur le gâteau, quand on sera au bout de l'histoire d'un côté et de l'autre, nous saurons gérer nos ressources, c'est-à-dire nous saurons en prévisionnel au sein des outils d'industrialisation gérer nos outillages, nos calibrations, voire même nos compétences. Et du côté exécution, nous saurons intégrer cet acte de fabrication dans l'entreprise un peu plus large ou dans la totalité de l'atelier, c'est-à-dire que nous intégrerons tous les flux supply chain. Et on peut d'ailleurs imaginer à ce moment-là une étape 4 qui est l'extension de ça vers nos fournisseurs, par exemple. Donc, voilà la roadmap qu'on a créée, elle est cohérente. Pour des raisons budgétaires, mais également des raisons de maturité des différentes entités, nous avons en vérité instruit 2 projets. Un projet qui vient de commencer, dont je vais parler en premier, qui est le projet d'industrialisation numérique, dans quelques instants, et un projet que nous avons lancé il y a maintenant 1 an et demi, qui est celui du support à l'exécution, avec Apriso, dont je parlerai un tout petit peu plus tard. Donc allons-y sur l'industrialisation numérique, et donc un projet que nous venons de commencer. Le but du jeu, effectivement, c'est de rationaliser et d'aider à l'efficacité du processus d'industrialisation. Voilà le processus classique. On a de la chance chez Alstom Transport. Ce processus est à peu près toujours le même. Donc on n'a pas trop de diversité à gérer. Le problème majeur qu'on a, c'est pas tant que le processus n'est pas commun, c'est que de site à site, les formats ne sont pas les mêmes, les outils ne sont pas les mêmes, ils sont extrêmement hétérogènes, les données se transforment par mail, voire par papier, et donc on a in fine un processus qui n'est pas efficace et qui est extrêmement difficilement transférable d'une entité à l'autre. Donc évidemment pas très satisfaisant, et surtout dans un monde qui devient de plus en plus global, vous l'avez vu avec des fabrications que l'on doit balancer d'un pays à l'autre ou d'un continent à l'autre, quelque chose qui n'est pas très commode pour nous et qui est surtout très cher. Donc l'objectif, il est vraiment très simple. Il est de tout encapsuler dans une même suite d'outils, et on va faire l'industrialisation de A à Z en se nourrissant évidemment des données qui nous arrivent du bureau d'études. Je voudrais la première vidéo pour vous montrer un petit peu les idées que nous avons en tête. Donc voilà un tram. Le tram vient du bureau d'études, on l'a reçu dans la solution Delmia, on l'éclate en pièces élémentaires parce qu'effectivement le but du jeu pour nous c'est de travailler la pièce élémentaire et de définir à quel endroit de nos process cette pièce va pouvoir être montée. Nous allons arriver sur les sièges qui viennent de tomber du bureau d'études, les voilà. Et ces sièges-là, on se rend compte qu'ils ne sont pas affectés, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils sont nulle part dans le process, donc on va les intégrer. On va définir un macro-process, qui est un enchaînement logique de tâches d'assemblage qui doivent conduire au tram fini, et on va choisir où, dans ce macro-process, nous souhaitons intégrer les sièges. Donc nous les sélectionnons et nous les plaçons là. Là, on est dans un macro-process, on n'est pas encore dans une usine. Donc, où on va faire cette tâche dans l'usine, c'est l'objet de cette approche ici, où là, vous voyez nos différentes positions. Là, c'est exactement les positions que vous avez vues tout à l'heure sur la photo. Et on se dit, les sièges, compte tenu de la façon dont on a agencé nos usines, on va les monter à cette position-là. Il y a déjà un certain nombre de tâches à faire à cette position-là. Et on va définir à quel endroit et comment on va le faire. Et on décide plutôt de le faire en fin de cycle, parce qu'on a besoin des estrades, effectivement, pour monter les sièges, ce qui semble à peu près normal. Ceci étant, si on ne sait pas très bien, on peut tout à fait, grâce à la solution que nous développons, voir les sièges dans le contexte, s'assurer qu'effectivement l'estrade est bien présente au moment où on veut les monter, de façon à ce que les compagnons ne soient pas trop surpris des opérations qu'on leur demande. Quand on a fait ça, et puisqu'on a mis les temps méthode derrière, on a une vision de l'équilibrage des lignes. Et évidemment, le principe, c'est que les lignes soient équilibrées de façon à ce qu'elles puissent tourner, ou les positions puissent tourner les voitures à peu près au même moment. Et donc, grâce à un simple drag and drop, on peut effectivement rebalancer nos positions de façon à avoir une vision un petit peu plus optimisée de notre fabrication. Donc, en assurance qualité, on rejoue la totalité de l'assemblage. Évidemment, quand on voit ça, on est en train de préjuger ou de préparer ce qu'on appellera l'enclenchement de tâches, qui sera servi à l'atelier comme organisation de ces activités. Donc quelque chose qui est très important dans la suite des choses. On en profite pour saisir les différentes vues dont nous aurons besoin à différentes étapes de fabrication, en vue de constituer les work instructions, qui sont les éléments qui vont permettre aux compagnons dans l'atelier de comprendre ce qu'on lui demande et, le cas échéant, de répondre à certaines des interrogations qu'il peut avoir.
Donc là, un certain nombre d'exemples, et puis on va pouvoir mettre toutes ces vues en forme au sein d'un document standard que vous verrez tout à l'heure, qui est effectivement la Work Instruction que nous fournissons à l'atelier. On essaie d'éviter le texte, puisque le principe c'est qu'on industrialise une seule fois, et donc comme ça on n'a pas à retraduire à chaque fois que nous changeons de pays. Il s'avère chez Alstom malheureusement que de temps en temps nos camarades des études doivent changer un peu leur définition, c'est extrêmement rare mais ça arrive, et donc évidemment nous devons être préparés à faire ce type de changement. On vient de changer les sièges, on voit instantanément où le macroprocess est affecté, on comprend, puisqu'on peut comparer avant-après la nature de la modification, on met la date d'effectivité qui va bien pour s'assurer que le prochain train soit corrigé comme il se doit, et instantanément, la totalité de la documentation des snapshots ou des données qui faisaient référence au premier set de données se retrouve changée avec la modification, ce qui nous donne effectivement une grande automatisation de nos tâches. Donc voilà le scope rapide du projet que nous sommes en train de mener. Évidemment, si nous le faisons, c'est parce que nous pensons que ça va apporter énormément de valeur. Alors, dans ces valeurs, j'ai listé 4 piliers. Il y en a 2 sur lesquels on est absolument certain qu'on va réduire le coût de manqualité. On est absolument certain qu'on va gagner du time. Mais à ce stade du projet, on n'est pas encore tout à fait capable de mesurer en espèces sonnantes et trébuchantes l'impact que ça peut avoir. Donc on va le suivre, mais pour le moment le business case n'a pas été bâti là-dessus, il a été bâti sur des choses beaucoup plus basiques. Un, on pense que cette solution va nous permettre de gratter 10% d'efficacité dans nos phases d'industrialisation. Et 2, vous avez vu que nous voulons pouvoir transférer nos productions de site à site. Ces productions s'accompagnent évidemment quand on les transfère d'un dossier de fabrication. Ce dossier de fabrication, il est aujourd'hui absolument disponible, intégré, partageable en temps réel avec les différentes équipes. Et donc nous pensons que ce type d'outil va nous permettre de réduire nos coûts de transfert de l'ordre de 50%. Avec ces 2 drivers, le business case vole. Donc nous avons lancé le développement. Avec une phase de construction qui est somme toute assez courte, puisqu'on a commencé en septembre. On prévoit de partir en pilote au début de l'année prochaine. Les phases pilotes sont un peu plus longues, parce que la complexité quand même des processus que nous avons câblés dans l'outil fait que nous voulons prendre le temps de jouer les use cases, et surtout de se rassurer sur la pertinence du business case que nous avons monté. Et puis à partir du moment où nous aurons validé ce pilote, nous serons extrêmement agressifs, ou le plus agressif possible, dans le déploiement, de façon à maximiser le retour sur investissement. Il y aura un batch 2. Vous avez vu qu'on s'est attaqué au batch 1, globalement la construction de l'ordre de fabrication. Il y aura un batch 2, avec en particulier l'introduction des simulations, etc., que nous traiterons par ailleurs. Le but du jeu étant de limiter la taille des batchs de façon à être le plus rapide dans l'atelier, ou en l'occurrence ici dans le bureau des méthodes, et maximiser la rentabilité du projet. Donc ça, c'est la phase amont. On vient de la commencer. On part en pilote, donc on sera live en janvier. Et donc effectivement, il faudra attendre quelques mois pour confirmer tout l'attrait que ceci pourra avoir. Deuxième gros projet AIS que nous avons initié, qui est le projet de support à l'exécution. Et donc là, je vais essayer de vous emmener à Belfort, si on peut basculer sur le pad. Voilà. Donc là, je vous emmène à Belfort. On est dans l'atelier de Belfort. On est à une des positions. Chaque position est équipée à la fois d'un grand écran, qui duplique exactement l'écran que vous avez devant les yeux, et également de devices de mobilité comme celui-ci. Le but du jeu, c'est d'aller chercher l'enclenchement de tâches. L'enclenchement de tâches, c'est ce qui régit l'organisation du travail à la position. Et donc ici, vous avez, je dirais, le planning opérationnel des travaux à la position. Ce sont des données réelles, hein, c'est vraiment les données de Belfort. Donc vous voyez ici un certain nombre de choses. Chaque carré correspond à un ordre de fabrication. Il y a un code couleur derrière. Ce qui est blanc n'a pas été commencé, ce qui est bleu est en cours, ce qui est vert est fini, ce qui est orange est en stand-by. Alors ça peut être en stand-by pour plein de raisons, en particulier parce que c'est la pause déjeuner et qu'il faut se nourrir. Et le jaune entouré de rouge, ça c'est un petit peu plus problématique, c'est en stand-by mais pour de mauvaises raisons. C'est parce qu'on a un problème,
hein, un aléa, dont on va voir dans quelques instants les différentes codifications. L'opérateur ou l'équipe se réunit le matin, regarde le planning de la journée, regarde les activités qu'il aura à faire, puis chaque opérateur se logue dans le système et saisit la tâche qui lui a été assignée. On le prévient que malheureusement l'engineering a été obligé de faire quelques modifs. Et on rentre dans la définition de l'OF avec ici 3 activités qui sont les activités élémentaires de l'OF. Quand on se logue dans ces activités, on va voir que on va avoir en haut à droite le temps méthode alloué ou le temps alloué à l'opération. On va avoir par exemple un certain nombre de documents que l'opérateur va pouvoir consulter parce qu'il va faire une opération de levage. On peut vouloir lui donner quelques instructions sur la chose. En l'occurrence, il fait une caisse, il fait du câblage de caisse. C'est pas forcément idiot de lui donner l'instruction avec la localisation des différents faisceaux de façon à ce qu'il sache à peu près où monter quoi. S'il a des doutes sur les composants qu'il a à monter, il a effectivement accès à la liste des composants qu'il a à monter. Et enfin, en vérité, si jamais il lui en manque un, ça va lui permettre d'indiquer ça à l'entreprise qui va à ce moment-là se mobiliser pour essayer de débloquer la situation le plus vite possible. Et je parlais d'aléas. Il peut effectivement déclarer un aléa. On déclare aujourd'hui plusieurs types d'aléas, des manquants. C'est-à-dire il manque une pièce, donc on peut pas continuer son travail. Un problème de qualité, c'est-à-dire qu'on a la pièce, mais elle est de mauvaise qualité, donc on la rebute. Ou alors le moyen qu'on utilise, la visseuse ou que sais-je, n'est pas disponible ou est cassé, et à ce moment-là, on ne peut pas faire son travail. Donc on déclare ce qu'on appelle un andon, qui va alerter l'entreprise et mobiliser les bonnes ressources pour que rapidement les gens puissent se remobiliser. Donc ça, c'est à la disposition du compagnon dans l'atelier. Il l'a à poste fixe à chacune des positions, et s'il veut faire ça en mobilité parce qu'il a besoin de consulter un plan, une fiche d'instruction proche de l'endroit où il doit faire son opération, il a à sa disposition également des iPads. Donc ça c'est bien pour le compagnon, mais c'est aussi bien pour le management de la ligne. Nous avons un certain nombre d'indicateurs que nous savons suivre plus ou moins en temps réel et en particulier ici un petit exemple qui est assez commode pour un chef d'atelier. Ici, voilà l'atelier de Belfort modélisé. Vous avez, alors selon les critères, ici il s'agit d'andon, vous avez ici les positions sur lesquelles on est à peu près en bon ordre de marche, on est dans les plannings, on n'a pas de problème, et les positions sur lesquelles on a effectivement des points de blocage, là encore pour mobiliser les équipes. Si on peut rebasculer sur la présentation. Là encore, on le fait parce qu'on pense que ça apporte de la valeur. On va retrouver la même difficulté, enfin la même conviction qu'on va gagner en qualité parce qu'on va pouvoir gérer la calibration des outils, parce que demain on saura mettre les tâches qualité ou les contrôles qualité dans l'outil, ce qui vont nous permettre de garantir que les opérations ont bien été faites. On va gagner du lead time parce que l'andon c'est fait pour ça, parce qu'effectivement on va mettre à disposition l'information nécessaire en juste à temps ou la supply chain en juste à temps au pied des lignes. Mais le fonds de commerce de cette application et la raison pour laquelle on a fait, c'est que ça apporte de l'efficacité dans l'atelier. Et ça apporte deux natures de productivité. La première, ça permet l'automatisation d'un certain nombre de tâches administratives, la saisie des temps, l'impression des documents. On a enfin les choses à peu près à jour et à l'heure dans nos systèmes. La deuxième, c'est que c'est un superbe thermomètre. C'est-à-dire que là, on va vraiment pouvoir suivre à la culotte tout ce qu'on fait dans l'atelier et les points de blocage, les points qui font qu'on passe plus de temps et qu'on perd de la qualité ou de l'argent à la réalisation de nos trains. Et ça va avoir un intérêt énorme pour le bureau des méthodes qui va à ce moment-là pouvoir focaliser ses efforts sur ces tâches-ci et améliorer la situation. Donc des gains directs et des gains indirects dont la somme est largement supérieure à 5%. Et là, ce n'est pas une vue de l'esprit et ce n'est pas des plans sur la comète, c'est quelque chose qu'on a fait, puisqu'aujourd'hui, ça fait une dizaine de mois que nous déployons cette solution. Nous avons à peu près plus de 2000 utilisateurs, 8 sites, et les chiffres que je donne sont des chiffres que nous avons mesurés sur les premiers sites que nous avons déployés. Là encore, même philosophie qu'avant. Des batchs fonctionnels, ici ça nous a pris un petit peu plus de temps de concevoir le contenu fonctionnel de la solution parce qu'il y avait plus d'hétérogénéité dans les sites sur l'enclenchement de tâches en particulier. Par contre, on a été extrêmement agressif dans les déploiements puisqu'on prenait, vous avez vu qu'on avait fait 10 sites en 8 mois. Et nous allons continuer, nous avons un batch 2 qui est en gestation et que nous saurons diffuser en début d'année prochaine.
Donc voilà, à partir d'un plan d'amélioration générale de la fonction, les deux gros développements informatiques ou de systèmes d'information que nous avons fait et qui servent effectivement cette efficacité. Et quand je regarde un petit peu dans le rétroviseur, alors pas encore pour Delmia puisqu'on n'est pas encore en série, mais si je regarde sur la partie Apriso, ce qui fait que, en tout cas, je considère que le déploiement Apriso est un succès et quels sont les facteurs qui nous ont amenés à ça. Voilà quelques-unes de nos réflexions. La première, c'est que on a eu raison de privilégier des petits lots à déploiement extrêmement rapide. Pourquoi? Parce que d'abord, des petits lots dit que le contenu fonctionnel est en général simple et donc l'appropriation par les équipes est rapide. Et quand vous donnez quelque chose comme Apriso, comme la solution FlexNet à un atelier, avec un contenu suffisamment simple, très très vite, et quand je dis très très vite, on parle presque de jours ou de semaines, et certainement pas de mois, l'atelier va comprendre la philosophie de la solution, et l'atelier va appeler des fonctionnalités complémentaires. Et quand vous arrivez à inverser le système, où au lieu qu'une organisation centrale pousse une solution dans l'atelier, l'atelier commence à tirer la solution parce qu'elle veut de la fonctionnalité, le déploiement se passe de façon extrêmement rapide et efficace. Donc limiter l'ambition, ça c'est un petit peu compliqué, c'est frustrant pour les équipes centrales parce qu'on a plein d'idées, mais ça a vraiment de la valeur parce que ça permet d'augmenter la rentabilité du déploiement et l'acceptance par les sites. Deuxième pratique, on a dans des vies différentes où on avait voulu faire ce type de choses, on avait commencé à la façon classique de faire les choses, c'est-à-dire qu'on a cette idée, on va d'abord aligner les processus, puis une fois que tous les processus seront alignés, on va mettre les outils qui supportent les processus. Et évidemment, ça n'avait pas forcément très bien marché. Donc là, on a inversé. C'est-à-dire qu'on n'a absolument pas essayé d'aligner le processus, on a apporté une solution qui apporte de la productivité. Et on a vendu la solution parce qu'elle apporte de la productivité. Et il s'avère, et ça c'est intéressant pour moi, qui doit manager la production sur les différents sites, il s'avère qu'en faisant ça, j'aligne mes processus. Donc non seulement je gagne en efficacité parce que j'ai des processus efficaces et les mêmes partout dans le monde, ce qui me permet à ce moment-là de flexibiliser mon outil de production. Donc ne pas hésiter à déployer l'outil avant de déployer les processus ou d'utiliser l'outil pour déployer le processus. Je pense que c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Troisième point, et là encore beaucoup de valeur, on peut faire des applications qui répondent par silo aux besoins fonctionnels de populations limitées. Ça marche, ça a une efficacité limitée. Le prochain batch 2 de Apriso, c'est l'intégration de la qualité dans le monde du task séquence. Alors on pourrait dire, oui, bon, très bien, pas de problème. Ouais, sauf que puisque je vais intégrer la qualité, je vais commencer à pouvoir gammer, c'est-à-dire à codifier l'exécution des tâches qualité. Et en faisant ça, c'est-à-dire en mettant les contraintes de qualité qui est l'obtention du certificat ou de la mesure qu'on doit prendre pour s'assurer que l'opération est bien faite, mais en l'intégrant dans MES, qu'est-ce que je fais? Je vais aller gratter de l'efficacité dans le contrôle qualité que je n'aurais pas gratté si jamais je n'avais pas fait ça. Donc l'intérêt d'avoir des systèmes d'information uniques et complets, vraiment ça a de la valeur, ça permet une très très grande lisibilité de la totalité du processus et aux interfaces, ça facilite les choses et donc ça donne là encore de la compétitivité à vos opérations. Troisième point qui n'est pas directement lié sur le fond, mais qui est plus une question presque de forme, là encore dans beaucoup des projets que nous avons pu mener sur l'évolution de nos systèmes d'information, ça commence toujours, et souvent ça finit en guerre ouverte entre l'AIS et le business. Le business disant que l'AIS il connaît rien, donc c'est surtout pas à elle de définir ce qu'elle doit faire, et comme en général c'est l'AIS qui paye, elle explique volontiers que le business il comprend rien, et que c'est surtout pas à lui de faire quoi que ce soit. Et évidemment les deux ont tort, et on doit mieux moduler la façon dont on répartit les rôles des uns et des autres. Nous ce qu'on a choisi, et somme toute c'est un modèle qu'on est en train de dupliquer sur Delmia, le métier est en charge du pilote. C'est-à-dire que le métier, parce que le pilote, c'est la validation du contenu fonctionnel du corps modèle. Donc on est en charge de mettre ça en place. Donc effectivement, c'est nous qui pilotons, c'est nous qui tirons, c'est nous qui définissons les besoins et c'est nous qui tordons le bras à nos amis de l'AIS quand de temps en temps ça coûte un peu cher ou il faut faire un peu de développement spécifique. Et ça, c'est notre job. Une fois que le pilote est validé,
le problème n'est plus le contenu fonctionnel, il ne faut surtout pas que ce soit le contenu fonctionnel. Donc il faut donner la capacité à déployer à quelqu'un d'autre qui n'aura pas la bonne idée de vouloir changer ça à chaque fois qu'il verra un autre site. Donc on bascule à ce moment-là la gouvernance du projet vers l'AIS, c'est l'AIS qui pilote, c'est l'AIS qui déploie, elle déploie de façon industrielle, en s'occupant de la totalité des problèmes dont on doit s'occuper, et en particulier des problèmes d'infrastructure, dont le métier est totalement incapable de gérer. Donc ça, on l'a fait, ça a été extrêmement efficace sur MES. On espère tous que ce sera la même chose sur non seulement Delmia, mais également SAP, puisque nous sommes en train de déployer SAP sur exactement le même modèle. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous, avec une ambition, je pense, assez intéressante de numérisation complète de la chaîne. Et donc rendez-vous à très bientôt pour vous expliquer tout le bien que je pense de Delmia. Merci beaucoup.